présent donc un deuxième conférencier. J'ai envie de dire, c'est le conférencier Canol. C'est un 3 en 1 que je vous propose pour mieux retracer ses 20 ans. L'occasion de rappeler que Canol, c'est une équipe, un collectif de bénévoles. Merci à Charles Rossi, donc le président de Canol, que vous avez déjà vu tout à l'heure, d'être avec nous. Michel Vergniaud, premier vice-président de Canol, et Robert Cambet, deuxième vice-président, de bien vouloir donc nous rejoindre sur scène. Et merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Et puis, je profite de ce qu'on salue donc, les membres de ce bureau pour vous demander d'applaudir aussi, et je leur demande de se lever, l'ensemble des membres du bureau de Canol. Ils doivent être au premier rang, s'ils veulent bien se lever. Merci de vos applaudissements pour la contribution active qu'ils apportent à la vie de cette association, comme à l'organisation de cette soirée. C'est ce bénévolat enthousiaste qui a permis à Canol de se développer depuis 20 ans maintenant, puisqu'en dehors de ces bénévoles, Canol ne vit que de l'argent de ses cotisations. Justement, on commence avec vous, Charles Rossi, en tant que président de l'association. Rappelez-nous justement l'objet de cette association et peut-être aussi en synthèse ce qu'il faut retenir de tout ce que Canol a fait au cours de ces 2 dernières décennies. Oui, alors nous sommes certainement la plus grosse et la plus ancienne association provinciale qui a perduré donc une vingtaine d'années assez miraculeusement. Alors pourquoi ? Parce que finalement elle est constituée, comme vous venez de le dire, entre une 15 et 30 bénévoles selon les sujets, les projets et puis disons les disponibilités de chacun. Nous n'avons évidemment aucun salarié, hein, puisqu'on m'a posé la question. Nous sommes, je tiens à le dire aussi, nous tâchons d'être absolument apolitiques. On ne reçoit aucune subvention de qui que ce soit. Nous ne vivons qu'avec nos cotisations. Et en plus, dans les statuts, il est interdit aux administrateurs d'avoir un mandat électif. Donc, on a essayé de se détacher le plus possible de tout ce qui pouvait être révélé comme d'une orientation politique. On a fait tout ce qui est possible. Il n'y a donc aucun réseau quelconque, aucune influence derrière nous. Je crois qu'on y reviendra d'ailleurs par une de vos questions plus tard. Alors, comment Canol a fonctionné ? On n'a pas de stratégie particulière. Enfin, moi, je n'étais pas là au début. Mais bon, je dirais que les gens de Canol, les fondateurs, ils ont appris en avançant. Hein. On a d'abord, par curiosité, m'ont-ils dit, regardé à quoi servait l'argent qu'on nous prélevait. Et puis, petit à petit, on s'est intéressé encore de plus près à la fiscalité, au budget, au compte administratif. Et puis, comme l'a dit aussi Agnès Verdier, après, l'idée, quand on commence à avoir une compréhension, c'est de le faire savoir. Hein, et le faire savoir, c'est pas facile, comme elle a dit. C'est pas facile de toucher tout le monde et de se rendre compréhensible. Donc, on s'y est efforcé, là aussi. Et puis, alors, après, on fait des synthèses dans des bulletins. On a même eu l'idée, on s'est dit, mais il faut, les bulletins, c'est trop long, les périodicités sont trop vagues. On a eu l'idée de faire des communiqués. Donc on avait comme objectif de faire des communiqués à la presse toutes les semaines ou 15 jours au moins pour entretenir disons la flamme, pour entretenir la vigilance des contribuables. Donc voilà. Et puis alors, évidemment, après, il y a plus grave, hein, c'est que on tombe sur des affaires ou comment dirais-je, des pratiques fiscales ou dépensières qui sont là, qui dépassent, qui sont exagérées. Et là, vous avez commencé, j'y étais pas encore là, à porter des affaires au tribunal. Voilà. Donc on a utilisé aussi la justice. Donc voilà, en gros, la panoplie. Il n'y a pas de stratégie particulière, mais voilà en gros la panoplie des actions de Canol. Donc
comme vous le savez, comme ça, et vous le savez tous, hein, quelle est la situation? Donc, les dépenses des collectivités locales, elles ont augmenté de 3%, plus de 3% depuis 1983. On a les taxes locales les plus élevées de l'OCDE, en pourcentage de PIB. On emploie, elles emploient 1,9 million d'agents, enfin en gros, hein, je ne sais pas si je suis à jour, en hausse en tout cas de 75% depuis 1990. On n'a pas doublé, mais on n'en est pas loin. Et donc le budget, on peut dire que le budget des collectivités, tout acteur institutionnel du Rhône confondu, s'élève à presque 4 000 euros par habitant, ce qui est quand même considérable. Ça fait 9 milliards d'euros. C'est énorme. Enfin, en tout cas, on bat tout le monde, tous nos voisins. Les collectivités territoriales et leurs élus ont donc à leur disposition une masse financière extraordinaire, ce qui fait que, avec la loi NOTRe, ils ont essayé d'encadrer un peu, mais ils ont un domaine d'intervention qui est immense, quoi. Ça part des infrastructures et ça va aux aides sociales, à la culture, à l'éducation, bon, à peu près tout, hein. Quand on prend tous les types de collectivités locales, ils ont accès à l'intervention pratiquement dans tous ces domaines, ce qui est énorme. Alors, régulièrement, donc on a des exemples, on a des chiffres, on a des exemples factuels, un peu comme l'IFRAP. Simplement, nous, on est au domaine strictement local et on s'appuie sur des sources officielles, des comptes administratifs en particulier. On a des exemples. Alors, qu'est-ce que constate Canol? On a des exemples d'imposition, de taxation erronée, des affectations de recettes qui, quelquefois, sont détournées, c'est-à-dire que c'était des recettes prévues pour quelque chose, mais en fait, elles servent à tout à fait autre chose. Et on constate alors, comme vous le savez, des redevances qui sont bien supérieures au coût du service rendu. Ça, on le voit assez souvent. On voit alors, ça vous en avez aussi entendu parler, des exemples de gaspillage, des détournements budgétaires, des contournements de la législation, plus grave, des subventions reconduites sans absolument aucune évaluation de l'emploi et de l'utilité de l'emploi surtout. Et on a aussi, par exemple, dans la commande publique, des réponses aux appels d'offres qui sont quand même très limitées. Quelquefois, il n'y a qu'un répondant, ce qui est quand même ce qui éveille des soupçons, quoi. On est obligé d'avoir des doutes, quoi, sur la partialité des choix. Alors, Michel Vergniaud, qui est à côté de moi, vous détaillera, je vais pas en raconter plus, hein, il détaillera donc avec les 10 révélations les plus majeures qui ont été constatées durant ces 20 dernières années. Donc il va vous en détailler quelques-unes. Vous en avez évidemment entendu parler. Alors ces révélations, tout le travail que fait Canol nécessite beaucoup de travail, de recherche et d'analyse, vous vous en doutez. Et donc, je dirais que le maître mot, c'est l'opiniâtreté, la persévérance, voire la patience. Mais quand même, on se pose des questions. On nous parle, il y a des grands mots, quoi, d'open data. Et même là, on était vachement étonnés parce que récemment, il semblerait qu'on soit parmi les meilleurs de l'OCDE pour l'accès aux chiffres administratifs, aux chiffres publics. Or, nous constatons, d'ailleurs l'IFRAP, j'avais vu, il avait constaté aussi, qu'en matière de transparence, c'est de plus en plus difficile. On a de plus en plus de mal à récupérer les chiffres que nous souhaitons. Ils sont cachés ou diffus. Quelquefois, même sur des délibérations pour lesquelles les élus devraient se poser des questions, on a beaucoup de mal à savoir. Alors, là aussi, je vais pas m'étendre. Robert fera un couplet sur le sujet. Alors, sinon, que dire? En fait, ce que nous avons quand même réussi à faire, c'est que nous sommes quand même consternés, oui, mais par la complexité et le manque de lisibilité de
de la fiscalité, des affectations confuses, une instabilité constante. On le voit avec la disparition de la taxe d'habitation qui va avoir lieu. Donc, niveau fiscalité, ça devient extrêmement complexe, comme plusieurs l'ont déjà dit. Qu'avons-nous à reprocher aux élus? En général, ils sont assez honnêtes, ils ont le désir de bien faire, mais ce qu'on peut quand même regretter, c'est qu'en général, que ce soit lors de délibérations ou de montants financiers importants à investir, il n'y ait pas de mesures ou même d'objectifs de la valeur qui va être perçue par les populations. Donc s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de mesure. Il ne peut pas y avoir de mesure. Donc c'est un peu compliqué de motiver donc, toutes ces dépenses. Alors bien qu'il est vrai, nous avions constaté qu'à la région, il y avait eu certaines initiatives dans le domaine, mais on n'a pas encore pu vraiment constater les résultats, mais bon, au moins il y avait l'idée et l'effort de faire ça, d'introduire cette culture de mesure de la qualité de service, de mesure du ressenti par les populations. À l'occasion du grand débat, nous aussi, donc c'est l'objet du bulletin 82, qui était un bulletin spécial qui était disponible là à l'entrée de cette conférence. Donc si vous ne l'aviez pas eu, vous pouviez le récupérer. On avait eu un certain nombre de préconisations, enfin d'idées, évidemment on a remonté, hein, on a synthétisé, on a remonté. Alors ce qu'on disait, c'était qu'il serait absolument nécessaire, si on voulait améliorer les choses, qu'il y ait des contrôles préventifs et curatifs un peu plus importants sur tous les aspects de la gestion publique, plus fréquents, c'est clair. Alors là, par exemple, on constate sur le Rhône, avec la Chambre régionale des comptes, on a beaucoup parlé, je crois qu'on va en reparler encore, du rapport de la Cour des comptes pour la ville de Lyon. Mais quand on voit l'activité de la Cour des comptes, de la Cour régionale des comptes hein, spécialement, on voit qu'elle s'intéresse à plein de petites communes. Elle produit des rapports quelquefois assez volumineux, alors que les pauvres maires des petites communes, ils font bien comme ils peuvent. En revanche, là pour Lyon, puisqu'il y a l'exemple, eh ben c'est depuis 2014 qu'il n'y avait pas eu de... Donc on en sort un maintenant, mais depuis 2014, il n'y en avait pas eu. Donc là, il y a deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que pour une énorme masse financière dans des grandes collectivités, la Cour des comptes, finalement, n'intervient peu, en plus avec 2 ans de retard, hein, à chaque fois, sur l'exercice, alors qu'elle se disperse sur les petites communes de l'Ardèche ou de la Loire. Bon, je ne sais pas si c'est un peu la meilleure façon de faire. Alors, nous, Canol, d'ailleurs, nous faisons des analyses comparatives des communes plus légères, et je signale aussi que pour les grosses collectivités, nous avons l'habitude maintenant de faire un bilan tous les 2 ans. Bon, donc, je pense que Canol... Enfin, tant que des organismes comme la Cour des comptes n'agiront pas à notre façon, des associations comme Canol auront encore beaucoup d'avenir. Hein, c'est comme ça. Alors aussi, je vais vous demander de peut-être conclure, puis pour laisser un peu de temps aux 2 autres membres du bureau. Alors, oui, l'action de Canol, elle a déjà, donc, comme on l'a dit plusieurs fois, de nombreuses collectivités qui se sentent surveillées donc à réduire leurs dépenses et leurs taxes. On nous reproche quelquefois d'être un peu arbitraire ou dur dans nos analyses, hein, c'est ce qu'on nous fait comme reproche, mais pourtant nos analyses sont toutes chiffrées, jamais remises en cause formellement. La presse locale reprend de plus en plus nos chiffres, nos analyses. Le Progrès, enfin Lyon Capital, je vais peut-être en oublier, Lyon Mag, la Tribune, Lyon Entreprise, et même parfois la presse nationale, hein, c'est arrivé plusieurs fois, le mensuel Capital, les Échos.
même. Et puis 20 minutes, Le Monde, Le Figaro, bon bref, les études du Canol, même au niveau national, sont reprises. Les travaux de fond que certains journalistes n'ont pas le temps de faire, donc finalement, là aussi, Canol ça arrive que Canol leur procure. Donc on peut dire que Canol est un vrai contre-pouvoir local. Oui, on peut dire ça. Effectivement, quand on voit que la Cour de compte, finalement, est peu opérante, elle n'a pas, d'ailleurs, il faut le signaler, aucun dispositif de sanction hein, vis-à-vis d'équipes des collectivités ou même de personnalités. Il ne se passe jamais rien. Hein. On dit toujours les rapports, on les enterre. Ils sont très intéressants, mais ils sont enterrés ou mis dans un fond de tiroir. Donc, effectivement, que reste-t-il ? Le tribunal administratif, nous avons une certaine habitude, mais certains disent, vu la longueur des procédures et des affaires, que c'est un tribunal qui est là plus pour protéger les administrations que pour aider les citoyens. Enfin, donc il y a effectivement peu de contre-pouvoirs. Très bien. Merci beaucoup, Charles Rossi. Voilà, avec vous à présent, Michel Vergniaud, nous allons revenir sur quelques hauts faits d'armes de Canol. Hein. Je peux parler de quelques-unes de vos révélations et actions en justice, des éléments forts de ce bilan qui ont beaucoup contribué à votre notoriété aussi. Explication. Bonjour à tous. Je suis content de vous voir aussi nombreux ce soir. Quand nous avons créé l'association, nous étions 15 et nous avons eu beaucoup de mal à trouver un bureau. Et maintenant, vous voyez, Canol s'est énormément développé et Canol est reconnu, sa crédibilité est reconnue, plus personne ne discute nos chiffres. Il y a bien quelques administrations, quelques collectivités qui disent qu'on s'est trompé, mais ils n'arrivent jamais à en faire la preuve. Donc, quand on a créé cette association Canol, on s'est d'abord orienté vers l'étude des collectivités du Nord-Ouest lyonnais, des communes du Nord-Ouest lyonnais, et puis vite on s'est rendu compte que l'information la plus intéressante à diffuser, elle se passait au niveau des grandes collectivités, à savoir la ville de Lyon, le Grand Lyon, le département, la région, parce qu'on raisonnait à ce moment-là sur des masses d'argent très importantes et que c'était beaucoup plus facile, quand on avait beaucoup d'argent, d'en cacher une petite partie que dans les petites collectivités, on était obligé de compter les sous. Donc, durant ces 20 années, on a relevé ici les 10 principales, si vous voulez, révélations. Ces révélations, c'était effectivement pour attirer l'attention du public, je dirais, et l'attention des élus sur la façon dont cet argent est dépensé. Alors, pour chacune de ces révélations, on a mis d'un côté le coût de ces révélations au niveau global depuis 2000 et le coût que chaque révélation coûte chaque année. Alors, je vais vous détailler un petit peu chacune d'elles, mais surtout la première, parce qu'elle est vraiment symptomatique de la façon dont l'administration se fait en France. À savoir, la RTT, c'est la loi sur la réduction du temps de travail. Bien, ça a été voté en 2001 et donc mis en application en 2002. Donc en 2001, les collectivités territoriales elles devaient établir des accords avec le personnel pour déterminer la durée du temps de travail. La durée légale qui était imposée, c'était 1600 heures à l'époque. Maintenant, c'est 1607. Et le département du Rhône a mis 1532 heures et la ville de Lyon et le Grand Lyon, 1568 heures. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait 2 semaines de moins et de l'autre côté, il y avait une semaine de moins que le temps légal. Alors, ce qui était étonnant,
c'est que les responsables du département et responsables de la ville de Lyon et du Grand Lyon, c'était des sénateurs qui avaient voté la loi. Ils venaient de la voter, la loi, et ils n'étaient pas fichus de l'appliquer. On a écrit à monsieur le préfet. Monsieur le préfet a dit « Ah non, non, dans d'autres départements, effectivement, on a fait respecter la loi, mais dans le Rhône, on ne s'en occupe pas. Si vous voulez, allez en justice. » Alors on est allé en justice. Et là, au bout de 3 ans, on a obtenu satisfaction, c'est-à-dire que le tribunal a reconnu que la loi n'était pas respectée. Le département a observé la loi, donc il y a eu quelques grèves et manifestations, mais finalement ils ont revu leur accord. Et par contre, la ville de Lyon et le Grand Lyon ont fait appel, et en 4 mois, c'était bâclé. Canol n'avait plus d'intérêt à agir, ses statuts étaient trop vastes. Hein? On est allé au Conseil d'État, ils n'ont même pas voulu examiner notre demande. Donc, depuis 18 ans, eh bien, la loi n'est pas respectée. Alors, elle a été respectée par le Grand Lyon en 2017 avec la fusion du département, et à la ville de Lyon, elle n'est toujours pas respectée. C'est le fait de ne pas respecter la loi, de faire travailler le personnel moins, dans les accords, ça a justifié, à leur sens, l'embauche de 250 personnes. 250 personnes qui ont été embauchées, compte tenu que la décision du tribunal administratif était 3 ans après, il y a longtemps qu'elles étaient embauchées, et malheureusement, elles y sont toujours parce qu'on ne les a pas fait disparaître, ces personnes. Donc, 250 personnes à 50 000 euros par personne, ça fait 225 millions d'euros qui ont été dilapidés, et c'est encore 12 millions d'euros chaque année. Donc vous voyez un peu le genre, si vous voulez, de gestion administrative. Là, on pourrait quand même faire certaines économies, et le futur maire de Lyon, j'espère qu'il s'en occupera. Alors, les premières... le nombre important d'adhésions nouvelles a été fait le jour où, justement, on a publié les principales subventions des principales collectivités. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de subventions qui ne servaient qu'à nourrir l'association sans qu'il y ait d'objectifs particuliers. Et que dans bien des collectivités, aucun contrôle n'était fait sur l'utilisation de cet argent. Et on estime à 200 millions d'euros les économies qu'on pourrait faire, et 12 millions au moins chaque année. Et encore, on a regardé que les grosses subventions. Le coût de l'hôtel de région, à l'époque, c'était la région Rhône-Alpes. Donc, d'après M. Kéran, le président de la région, ça ne devait rien coûter, c'est une opération blanche. Et finalement, ça a coûté 173 millions d'euros. Et il est déjà trop petit, on a dû louer des locaux supplémentaires. Le musée des Confluences, tout le monde en a entendu parler. Il a coûté 328 millions alors qu'il devait coûter 60 millions au départ. Et donc 267 millions d'euros de fichus par la fenêtre. Et naturellement, on aurait dû les mettre en même temps, des emprunts toxiques qui permettaient justement de financer le musée des Confluences et qui ont coûté 525 millions d'euros. Le département du Rhône a été la collectivité française qui a eu le plus d'emprunts toxiques. Et un des responsables, le directeur général des services, pour être remercié, a été nommé conseiller maître à la Cour des comptes. À l'Olympique lyonnais, nos collectivités sont très généreuses. Il n'y a pas seulement la construction, toutes les infrastructures concernant la construction du stade ou le prix du terrain qui était bradé, mais régulièrement, chaque année, eh bien, c'était le département, maintenant c'est la métropole de Lyon, c'est aussi la ville de Lyon qui achète des places, qui loue des loges et qui donne de l'argent pour le musée de l'Olympique lyonnais, par exemple, 1 500 000 € par la région.
Et chose d'ailleurs enfin, qui est triste, c'est pas amusant du tout, c'est que depuis la loi NOTRe, depuis 2017, eh bien les collectivités territoriales ont la possibilité de donner des subventions, de conclure des marchés en évitant de dire que ce sont des subventions et sans passer par la délibération, sans passer par le contrôle des élus, et ceci pour des sommes très importantes, 400 ou 500 000 euros. J'ai parlé déjà des emprunts toxiques. On a les excédents TOM. Alors je pense que tout le monde est au courant de nos actions depuis plus de 10 ans sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Les excédents qui ont été pris sur les contribuables par la métropole de Lyon s'élèvent à 437 millions d'euros jusqu'à fin 2018. Vous avez pu voir que cette année, il y a eu une diminution significative, puisqu'il y a eu 18 millions de moins sur les rôles d'imposition, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'on a compté qu'il y avait encore 32 millions de trop de prélevés en 2019. J'en reparlerai tout à l'heure, mais on a une action actuellement en reconnaissance de droit de 394 millions d'euros qui représente les sommes versées par les contribuables en 2016, 2017, 2018. Et a priori, on a de bonnes chances d'obtenir satisfaction, quoiqu'avec la justice administrative, on ne peut être sûr de rien. Alors, Michel Vergniaud, si on veut tenir le timing, il vous reste 1 minute à peu près. Alors, en ce qui concerne le prix de l'eau, c'est une de nos récentes études où on a démontré que la métropole de Lyon prélevait dans le prix de l'eau une part beaucoup trop importante pour ce qu'elle en faisait. Et donc, quand elle prend 40 millions d'euros par an pour ses besoins, elle n'en consomme en ce qui concerne l'eau ou l'assainissement que la moitié, grosso modo. Si bien que cette année, en 2018, eh bien, c'est 38 millions d'euros qu'elle a pris sur les consommateurs d'eau, donc sur les usagers. Et actuellement, nous attendons. Alors, la métropole de Lyon nous a dit a fait des communiqués comme quoi nous nous étions trompés, mais elle n'en a pas fait la démonstration. Alors, nous allons lui écrire pour lui demander effectivement, nous allons lui donner le détail de nos analyses et lui demander, écoutez, montrez-nous exactement où nous sommes trompés. Comme de toute façon, ce sont vos chiffres, hein, je ne vois pas très bien, si vous voulez, où se trouve l'erreur. Mais enfin, peut-être que nous la trouverons. La création de la métropole de Lyon, nous sommes les seuls à avoir analysé le coût de cette création. Depuis 2015, donc de 2015 à 2018, quand on compare le coût du département du Rhône et du Grand Lyon avant avec celui de la métropole et du Nouveau-Rhône aujourd'hui, eh bien, c'est 1000 millions d'euros qui ont été dépensés en plus en 4 ans. Donc, grosso modo, 250 millions d'euros par an. Et là, la dernière année était un peu plus faible que les précédentes. Enfin, dernière révélation, qui a été passée d'ailleurs un peu sous silence, et c'est le fait qu'on s'est rendu compte que la direction des services fiscaux, pour calculer sa taxe d'habitation, faisait une erreur de calcul pour calculer la valeur moyenne par commune. C'est-à-dire, au lieu de prendre la totalité des valeurs locatives et le diviser par le nombre de logements, elle divisait ça par non seulement le nombre de logements, mais plus les accessoires, à savoir les garages, les parkings, les terrains, etc. Alors un mot peut-être sur les actions en justice, au-delà de ces révélations, voilà. Et puis il faudra conclure puisqu'on déborde déjà. Alors tout de même, un dernier point avant, c'est pour dire qu'au total, c'est plus de 3 milliards d'euros d'économies qu'on pourrait faire. Ça correspond à peu près à
une baisse des taxes locales de 10% pour l'ensemble des contribuables. Et ça correspond aussi, par exemple, si c'était des investissements, on aurait pu faire la ligne E du métro, on aurait pu même faire construire l'anneau des sciences pour le même prix. Donc vous voyez ce qu'on a manqué. Alors, sur les actions en justice à présent, Alors, et pour conclure. Justice, voyez le type d'action en justice que nous faisons. Donc la RTT, j'en ai déjà parlé. L'abus de biens sociaux, c'est donner par exemple des subventions sans qu'il y ait un besoin ou une contribution pour la population locale. Abus de biens sociaux, Olympique Lyonnais, on a vu, ça représente le plus de requêtes que nous avons établies. L'aide au tiers-monde, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Yasuni ou des Quichua de Sarayaku. Eh bien ça, c'était la région Rhône-Alpes de M. Kéran qui donnait de l'argent. On ne savait pas exactement pourquoi. Aide aux syndicats, c'est le cas, par exemple, de la ville de Lyon, la Grande Lyon, qui donne 80% d'heures de décharge en plus que ce que fait ce qu'exige la loi. Et malheureusement, on n'a pas pu obtenir de gain de cause parce qu'il n'y avait pas de délibération pour le justifier. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. À ce propos-là, je vous signale qu'un de nos bénévoles a fait une action en justice pour obtenir le remboursement de sa taxe et qu'il a obtenu gain de cause. Donc, a priori, s'il a obtenu gain de cause, il n'y a pas de raison que l'ensemble de la population n'obtienne pas gain de cause également. Donc, en synthèse et en conclusion, Michel Vergniaud, pour essayer de tenir le Donc, on a fait timing. 52 actions en justice. Et ces actions en justice, elles font des petits dans la mesure où quand nous faisons une action en justice, eh bien, si nous gagnons, la collectivité va faire appel et éventuellement aller jusqu'au Conseil d'État. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ces 74 actions en justice qui ont été faites, nous en avons gagné 35 et perdu 28. La plupart de celles qu'on a perdues, c'est à cause des statuts trop vastes de Canol, que nous avons modifiés naturellement depuis. Je voudrais d'ailleurs féliciter notre avocate, Maître Matricon, qui nous a permis justement... Maître Matricon, voilà, l'avocate de Canol. C'est elle qui fait la plupart de nos requêtes, la totalité actuellement. Les premières, on les a uniquement par nos propres soins. Et alors, je voudrais aussi vous dire que malheureusement, les taux se resserrent de plus en plus pour des actions en justice dans la mesure où plus nous avançons, plus la justice administrative est sévère et dans la mesure où, par exemple, dans le domaine de l'aide au tiers-monde, là où on estimait qu'il n'y avait pas de contrepartie pour la population locale, on obtenait gain de cause. Maintenant, à partir du moment où il y a un contrat passé avec la collectivité correspondante, on n'a plus de mot à dire, même si effectivement il n'y a plus d'intérêt local. On a également une restriction, si vous voulez, au niveau de la somme de la subvention, par exemple. Avant, quand on déposait une requête parce qu'une subvention était de 300 000 € et qu'on avait de bonnes raisons juridiques de demander l'annulation, maintenant, on nous dit « Ah, mais 300 000 €, qu'est-ce que c'est que 300 000 € ou 500 000 € dans le budget d'une collectivité d'1 milliard d'euros ou de 3 milliards d'euros ?» Donc, vous n'arrivez pas à justifier le fait que cette subvention de 300 000 €, eh bien, elle a justifié une augmentation de la fiscalité.
Donc, on en est là. Donc, on est... Très bien. Merci. C'est bon. Merci, Michel Vergniaud. Alors, retour à présent sur les difficultés. Vous l'avez un peu expliqué qu'il peut vous arriver de rencontrer. On parle beaucoup de transparence. Le fait est que vos interlocuteurs au quotidien ne sont pas toujours enclins à vous faciliter la vie. Robert Cambet, expliquez-nous un peu cette bataille permanente, j'ai envie de dire, pour la transparence. Bonsoir. Canol mène de nombreux combats et mène un combat pour la transparence. Deux définitions: parfaite accessibilité de l'information dans les domaines qui regardent l'opinion publique, vous. Autre définition: qualité d'une institution qui informe complètement sur son fonctionnement et ses pratiques. Malheureusement, la réalité est assez loin de cela. Comment travaille Canol? Canol ne travaille que sur des documents administratifs certifiés. C'est-à-dire les comptes administratifs des collectivités sortent en général au mois de juillet pour l'année N-1. Donc, nous travaillons sur ces comptes. Nous scrutons toutes les délibérations de la ville de Lyon, du Grand Lyon, des métropoles et du Nouveau-Rhône. Et c'est cela qui nous guide vers nos recherches. Mais comme on l'a déjà longuement expliqué, tout n'est pas clair, il faut aller chercher, il faut fouiller, il faut gratter pour vraiment trouver ce dont on a besoin. Le problème, c'est que nous sommes le 19 novembre. Nous écrivons à une collectivité pour leur demander de nous fournir tel document administratif parce que nous menons une étude. Nous annonçons toujours que nous allons mener une étude et quelle est la nature de cette étude. 19 novembre, 20 décembre, c'est Noël, c'est la fête, on n'a pas de réponse, on attend l'année suivante. Début janvier, pas de réponse. On relance la collectivité. Au bout d'un mois, toujours pas de réponse. Et là, il existe un organisme dont a parlé Agnès Verdi-Molinier qui s'appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Donc, Canol fait une lettre recommandée à la CADA, fait un dossier précis pour illustrer sa demande. La CADA enregistre. Entre le moment où la lettre recommandée de Canol a quitté Écully et le moment où nous recevons un accusé de réception de la CADA, il peut se passer un mois et demi. Je parle de l'accusé de réception. Je ne parle pas de la réponse. Donc, je ne veux pas charger la CADA. La CADA, je crois, emploie une 50aine de personnes. Le problème, c'est que la réticence à avoir des dossiers n'est pas propre aux collectivités qui se tiennent à Lyon. C'est le cas dans toute la France, dans les dom-toms, de partout. Donc la CADA est totalement débordée. Au bout de 2 mois, 3 mois, en général, nous avons une réponse positive de la CADA. La CADA écrit à la collectivité concernée et dit « vous devez répondre à la question de la CADA ». Donc si on fait le cumul de ces délais mis bout à bout, on a 6 mois, 8 mois à peu près, Michel, hein, c'est ça, avant d'avoir la réponse pour mener notre enquête. Pendant ce temps, l'eau coule sur le pont de Lyon. Donc la situation est totalement inadmissible. Donc, CADA n'a pas Canol, n'a pas l'habitude de baisser les bras. Nous nous sommes dit en 2018, nous allons mener un combat pour la transparence. Nous avons demandé une audience à un député qui nous a reçus très aimablement, qui a écouté, pris des notes. On l'a relancé, il nous a dit « moi, je ne peux rien faire pour vous bon. ». On va passer à un autre niveau. À Lyon, c'est la province,
ça n'existe pas tellement dans une petite ville, on va aller à Paris. Donc à Paris, nous sommes adressés à 4 ministres. Aucune réponse. Ils sont débordés, c'est normal. Nous sommes adressés au président de l'Assemblée nationale, un certain François de... Bon. Pas de réponse. Nous sommes adressés au défenseur des droits, qui nous a dit « Adressez-vous à la CADA ». C'était très intéressant. Quand même, soyons objectifs, nous sommes adressés à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, HATVP, portez bien le mot. Et là, on a eu un appel téléphonique, j'ai passé 1 heure ou 2 avec quelqu'un de très aimable, il m'a dit « Envoyez-moi des dossiers », on a fait partir des dossiers bien construits, comme on sait les faire, et ce responsable, désolé, ce n'est pas notre ressort, adressez-vous à la CADA. Donc nous sommes à Paris, au niveau des ministères, les ministères sont débordés, il y a les gilets jaunes, il y a les grèves de partout, donc on va dire on va encore monter d'un cran. Le cran au-dessus, c'est le Premier ministre, et puis au-dessus du Premier ministre, il y a le Président de la République. Nous avons été récompensés en ce sens où le Premier ministre nous a répondu au mois d'août, alors que toute la France est en vacances, et nous avons reçu un courrier qui nous a dit « J'informe le préfet de la région Rhône-Alpes, il va vous recevoir, écrivez-lui ». Courrier au préfet, pas de réponse. Bon. Canol, c'est Canol. Relance, et nous avons reçu une invitation à nous présenter lundi 18 novembre à 11h30. C'était donc hier. Nous avons été à la préfecture avec mon ami Jean-Pierre Desroches et nous avons été reçus très aimablement par le préfet de l'égalité. Égalité. Bon. On a détaillé, scindé en deux notre point de vue en disant il n'y a pas de transparence, on n'a pas les dossiers facilement, il faut faire tout un schéma qui prend 6 mois. C'est anormal, d'autant plus que la Constitution donne droit à tout citoyen d'avoir accès aux documents administratifs. Et deuxième point, c'est les marchés publics dont on a déjà parlé. Pierre Desroches est un des grands spécialistes français des marchés publics et il œuvre avec nous. Et le préfet est aimable, il est assez impressionné par les arguments de Pierre. On est resté 1h15. On n'a pas perdu notre temps parce que Canol a mis un pied à la préfecture. Et un fait assez amusant, Pierre a relevé que pour les fêtes des Lumières du 8 décembre, la ville de Lyon avait émis un appel d'offres, c'est ça? Oui, un appel d'offres, avec un délai qui était non conforme à la réglementation. C'est à peu près ça. Hein. Et il fallait donc soit annuler l'appel d'offres, soit repousser la fête des Lumières. Et ça prouve qu'un peu d'humour est bien perçu à la préfecture. Ce qui fait qu'un appel d'offres rectificatif a été envoyé, a été émis. On a pu le constater ce matin. Donc, nous avons tout lieu d'être optimistes et donc nous allons continuer notre combat pour que nous puissions avoir accès aux documents auxquels nous avons droit. Très bien. Merci. Un mot, Robert Cambès, sur les perspectives très rapidement de Canol en 1 minute. J'espère m'échapper. Bon, ben voilà.
Alors, les perspectives. Nous sommes dans une période extrêmement favorable à Canol. 15-22 mars, vous allez poser vos bulletins dans 2 urnes pour les élections municipales et pour les élections métropolitaines. Très important. Donc, Canol va faire ce qu'il a fait il y a 2 ans, c'est-à-dire va faire une étude des 59 communes de la métropole. C'est un alignement de chiffres qui donne le tournis. Et des communes du Nouveau-Rhône de plus de 3000 habitants. Fin janvier, nous organisons une conférence de presse pour publier les résultats et donner le prix Canol aux communes les mieux gérées. Il y a 3 catégories, 5000 habitants, 10 000 habitants et au-dessus. Et donc, chaque résident, qu'il soit à Vaux-en-Velin, qu'il soit à Écully, à Charbonnières, à Lyon, toutes les communes, pourra consulter nos études et aller poser son bulletin en disant « Oui, mon maire fait un bon travail, je vais le récompenser. » Ou au contraire, mon maire a augmenté ses taxes de manière inconsidérée, je vais le dire en réunion publique. Donc vous aurez un document à votre disposition. Ensuite, nous allons exiger des candidats métropolitains qu'ils s'engagent à ne plus faire d'excédents sur les services publics comme la TOM ou comme sur le prix de l'eau. À moyen terme, nous allons exiger des élus de réduire les dépenses pour traiter uniquement l'essentiel, contrôler davantage les marchés, les délégations de services publics et les subventions. Canol n'est pas du tout contre les subventions, parce qu'il y a des associations qui sont indispensables à la vie de la commune. Mais nous exigeons que ces subventions soient contrôlées, ne servent pas à faire un voyage à Madagascar, par exemple. La compensation de la taxe professionnelle qui est de 213 millions est reconduite chaque année, alors qu'elle n'existe plus. Nous demandons, comme ça a été traité récemment, de fixer des objectifs pour les principales missions et mettre en place des indicateurs pour les suivre. Et puis, dernière prière, halte à la hausse de la pression fiscale. Voilà. Merci beaucoup Robert Cambet, merci à vous trois. Bravo pour cette présentation très, très complète et bravo bien sûr pour ce bilan impressionnant d'une association indépendante, on l'a bien compris, c'est sa force. Je vous propose à présent un intermède humoristique puisque cette soirée d'anniversaire des 20 ans se veut aussi festive, joyeuse et très lyonnaise. Quoi de plus lyonnais qu'un peu de guignol. Bonsoir à présent à la troupe des Compagnons de Guignol. Je vous laisse aux commandes pour un quart d'heure. C'est à vous, Guignol, Niafro.